et elle nous fera faire, nous-mêmes, nous allons faire de petites œuvres d'art. En tout cas, il y aura de la pratique artistique. Et puis, ce soir, pour ceux qui tiennent encore le coup, en toute fin d'après-midi, ceux qui le souhaitent, on pourra travailler la consultation philosophique. Alors, on fera un petit exercice d'initiation à la consultation philosophique qui durera 3/4 d'heure maximum. Et puis demain, on approfondira la question de la consultation philosophique. Donc voilà pour l'organisation. Puis demain, il y aura d'autres ateliers animés par Eva, qui elle aussi est plasticienne, mais ça ne sera pas nécessairement autour du travail artistique. Et puis Félix, et puis notre amie Victoria, qui est la gloire de Saint-Point. Les moscovites à Saint-Point, c'est pas tous les jours qu'on en rencontre. La petite Sibérie. Mais la petite Sibérie, oui, bienvenue dans la petite Sibérie. Alors, la question de l'intelligence et des émotions, d'abord, c'est très souvent ce qu'on met à l'épreuve dans les ateliers de pratique philo. Les émotions sont présentes. Et bien évidemment, on travaille aussi sur l'intelligence. Cette notion d'intelligence émotionnelle, elle a été, ce sont des concepts qui ont été mis en place à la fin des années 90 par des Américains, en particulier un Américain qui s'appelle Daniel Goleman, qui a écrit un livre qui s'appelle L'intelligence émotionnelle. Et dans ce livre, il montre que notre intelligence, c'est pas seulement avoir un QI. Le QI, ça mesure, je ne sais pas si vous avez déjà calculé votre QI, si vous avez fait des tests, mais ça mesure notre intelligence cognitive, notre capacité logique, etc. Mais Daniel Goleman a montré qu'il existe une autre forme d'intelligence, qui est complémentaire d'ailleurs, l'intelligence des émotions. L'intelligence des émotions, déjà intrapersonnelle par rapport à soi-même, être capable de savoir repérer les émotions qui s'emparent de moi, la peur, la colère, et être capable de les mettre à distance, de savoir plus ou moins les gérer, quand elles m'arrivent, en tout cas déjà savoir les reconnaître. Donc il y a déjà un rapport à soi-même. Et puis ensuite, dans les émotions aussi, le rapport à l'autre. C'est non seulement intrapersonnel, mais c'est aussi interrelationnel, savoir aussi quelle est l'émotion qui travaille l'autre, et moi, comment je réagis à ça, parce qu'on a tous déjà observé que les émotions sont contagieuses. Quelqu'un qui arrive vers vous en colère, ça peut susciter chez vous aussi de la colère. Et quelqu'un à l'inverse qui est très joyeux, c'est contagieux, cette joie peut être contagieuse. Qu'est-ce que je fais des émotions de l'autre? Comment est-ce que je suis capable, s'il se met en colère ou s'il manifeste de la peur, de percevoir ça chez lui et de faire en sorte de ne pas me laisser contaminer par des émotions négatives? Et moi-même, quelle émotion l'autre perçoit-il chez moi? Il y a encore 2 jours au lycée, une élève qui s'exprime devant le groupe, devant toute la classe, et qui parle, à peine avait-elle parlé, ça crée un énervement. Il y a quelque chose là. Elle essayait de réfléchir, je ne sais plus quelle était l'idée, mais elle manifestait en fait beaucoup d'agressivité par sa crainte. Elle avait peur de parler et du coup ça la rendait agressive. Mais elle ne s'en rendait pas du tout compte. Donc elle essayait de comprendre qu'est-ce qui se produisait chez elle. Et elle disait, mais je ne suis pas agressive. Elle le disait d'ailleurs sur un ton assez agressif. Ce que tu veux voir. Ce que tu veux voir, si tu l'es ou pas. Tout travail en pratique philo, essayer de se voir. Je veux dire, en général, on a quand même envie de savoir la vérité, et puis j'ai levé la main. Ceux qui ont perçu étaient plutôt calmes, personne n'a levé la main, plutôt agressif, tout le monde a levé la main. Tu vois, il y a un souci. Donc, ces émotions, essayer de voir aussi qu'elles nous habitent et qu'est-ce qu'on peut en faire. Alors, quand Daniel Goleman a développé cette idée, oui, les émotions, alors il s'appuie sur des recherches qui ont été faites en neurologie. Les émotions, c'est ce qui nous passe à la part animale. Donc, il y a 4 émotions basiques qui sont la colère, la peur, la tristesse et la joie. Vous remarquez que dans ces 4 émotions de base, la peur, la colère, la tristesse et la joie,
Il y en a 3 qui sont négatives, il y en a une qui est positive. Ce sont des émotions qu'on partage avec les animaux. Et ces émotions, elles ont leur siège dans une partie du cerveau et qui nous permettent de réagir très spontanément à ce qui se passe et de nous adapter à notre milieu. C'est sûr que si vous voyez une voiture foncer sur vous, ça vous fait peur et vous allez réagir tout de suite, vous allez fuir le danger. Si vous commencez à réfléchir, à mettre en œuvre votre intelligence, vous êtes mal barré. Donc, évidemment, les émotions nous permettent de réagir vite et de façon efficace. De même, si vous êtes face à un danger, on peut aussi réagir par la colère, qui fera peut-être peur à l'adversaire. Donc, les émotions ont une utilité en ce sens. On sait tous aussi que les émotions peuvent nous emporter malgré nous, et que parfois, il faut, donc ça c'est la zone du néocortex, il faut être capable de les analyser et de savoir, dans telle situation, évaluer la situation. Est-ce que le danger est immédiat ou pas? Et Daniel Goleman, d'ailleurs, dans son livre, cite cet événement qui se produit aux États-Unis de temps en temps, puisque chacun a des armes chez lui. Un soir, des parents qui sont sortis rentrent chez eux. Ils pensent que les enfants sont sortis également de leur côté. Ils entendent du bruit dans la pièce au-dessus. Le père sort son arme et il tire dans le noir. Il tue son enfant. C'est des choses qui arrivent de temps en temps. Et la peur peut nous faire réagir de façon stupide. Donc toute l'idée de Goleman, c'est essayer de prendre des distances grâce à l'intelligence. Alors du coup ce livre a été un best-seller aux États-Unis, l'intelligence des émotions, et il a été beaucoup repris dans tout ce mouvement de développement personnel, management, coaching. C'est très à la mode. Essayer de construire sa personnalité en maîtrisant ses émotions. Alors il y a quand même en philosophie, ce sont des concepts qui nous intéressent, mais la philosophie, c'est pas du développement personnel, c'est pas du coaching, il y a quand même des différences. J'expliquerai pourquoi tout à l'heure, c'est très différent, mais avant d'expliquer, dire aussi que ce que la science montre aujourd'hui, à savoir que ces émotions, il faut pouvoir les maîtriser, mais elles sont en même temps indispensables. La science a montré aujourd'hui, par exemple, Daniel Goleman cite une personne qui était dans cette partie du cerveau qui touche les émotions a été atteinte par un accident, c'est-à-dire une personne qui n'a plus d'émotions. Suite à son accident, elle est tout à fait capable de réfléchir. Et on discute avec elle, elle est capable de raisonner. Donc après son accident, on a pensé qu'elle pouvait tout à fait s'adapter encore à la vie, au travail et à la vie collective. Et en fait, elle en est incapable, cette personne-là, parce qu'elle a beau être capable tout à fait de réfléchir, de peser le pour et le contre, elle ne peut pas prendre de décision. C'est une personne qui ne pouvait plus vivre parce qu'elle ne savait jamais quoi faire. Donc on ne pouvait plus s'adapter à la vie normale. Autrement dit, ce sont nos émotions qui nous permettent de décider. Sans les émotions, on ne décide plus. Ce sont nos affects, nos émotions qui nous permettent d'aller dans un sens et dans l'autre, même si on a examiné par la raison. En définitive, ce sont toujours nos émotions qui nous font agir. Et donc, elles sont absolument vitales, évidemment. On ne pourrait pas être de pur cerveau intellectuel sans émotion. Alors, avant que cette expérience n'ait été montrée par Daniel Goleman et puis un autre philosophe américain qui s'appelle Antonio Damasio, eh bien, Spinoza avait tout à fait pensé à ça sans pouvoir le prouver scientifiquement. Spinoza, philosophe du XVIIe siècle, Spinoza dit que l'homme est un être fait d'affect. Alors le mot qu'il utilise dans la langue de Spinoza, c'est affect, mais en fait ça veut dire émotion. Et on ne peut pas échapper à nos affects. Contrairement à ce qu'ont pensé toute une tradition philosophique, chez Platon, chez les stoïciens, il faut mettre nos affects de côté parce qu'ils sont dangereux. Spinoza dit, ça c'est l'homme tel que vous voudriez qu'il soit. Mais l'homme tel qu'il est, il n'est pas comme ça. L'homme tel qu'il est, c'est un homme fait d'affect. Donc il faut prendre l'homme tel qu'il est. On ne va pas se plaindre de l'homme tel qu'il est. Il ne peut pas être autrement que nous. Et donc Spinoza dit, ces affects nous permettent de mesurer notre état
nous permettent de mesurer ce qu'il appelle notre puissance d'agir. Alors, il y a un affect joyeux, dont on parle de Spinoza. Spinoza, c'est un philosophe de la joie. Quand on ressent de la joie, eh bien, on sent qu'on augmente notre puissance d'agir, dit Spinoza. Quand je suis joyeux, tout le monde a fait de la joie, je me sens capable d'augmentation de la puissance d'exister, dit Spinoza. Je suis plus puissant pour exister quand je suis joyeux. Et donc c'est une passion positive que quand je suis triste ou quand je suis colérique, que je suis plein d'amertume. Donc il y a des émotions qui nous diminuent, on en a tous fait l'expérience, et des émotions, au contraire, qui nous augmentent. Alors, bien évidemment, on cherche tous ce qui nous augmente. Le problème, montre Spinoza, c'est qu'on est dépendant de l'extérieur. L'être humain est pris dans un réseau de dépendance. Spinoza dit que l'homme n'est pas un empire dans un empire. Ça veut dire qu'on est pris dans un réseau de dépendance physique, naturel, relationnel. Et là-dessus, on n'y peut pas grand-chose. Donc nos émotions, ça va être un petit peu au hasard. Le matin, je me lève, j'entends une clarine, c'est agréable. Je sais pas, pour moi, c'est agréable, peut-être pas pour vous, mais moi, je trouve ça agréable. Je trouve une clarine, ça me met de bonne humeur. Mais après ça, je pense à un souci, un tel m'a dit telle chose, ça me perturbe. Donc on est tout le temps ballotté d'une émotion positive à une émotion négative, c'est-à-dire tout le temps soumis à l'extérieur. Et donc tout va dépendre des bonnes rencontres et des mauvaises rencontres qu'on va faire. Spinoza, c'est des mauvaises rencontres qui ne vont pas nous réussir. Celles-là, en général, on les fuit. Et puis des bonnes rencontres, au contraire, qui nous permettent d'augmenter notre puissance d'agir. Sauf qu'évidemment, comme nous ne mettons pas toujours en œuvre notre intelligence, parfois nous nous plantons complètement sur les bonnes rencontres et les mauvaises rencontres. Nous croyons faire une bonne rencontre, mais non, c'est quelque chose qui nous détruit. Nous croyons que le vin est une bonne rencontre. On peut faire l'expérience que ça peut finir par nous détruire. Donc c'est une bonne rencontre, il faut savoir dans quelle mesure je m'y soumets ou pas. Mais ça suppose de réfléchir un peu à ce qu'on fait. Donc, tant que je suis à subir ce qui m'environne, Spinoza dit je suis dans la passion. Passion, alors l'étymologie du mot passion, c'est-à-dire pâtir, c'est-à-dire subir. Et là, je ne peux pas faire autrement. Tout ce que je peux faire, c'est essayer de limiter un peu les passions négatives. Comment je peux faire pour limiter les passions négatives? Eh bien, utiliser mon intelligence, utiliser ma raison. Alors, utiliser mon intelligence et ma raison déjà pour comprendre. C'est-à-dire que l'ivrogne qui prend sa bouteille, la personne qui se jette sur son téléphone portable, a l'impression d'être libre quand elle le fait. Alors, au moment où on va boire encore un verre, je le fais tout à fait librement. Au moment où on va dans le magasin acheter le dernier iPhone à la mode, je le fais tout à fait librement. Au moment, c'est tout ce qu'on fait, où je me mets à bavarder comme ça compulsivement, je le fais tout à fait librement, j'ai l'impression. Mais Spinoza nous dit, dans ce cas-là, tu te crois libre, mais tu es ignorant des causes qui te déterminent. Tu as l'illusion de la liberté, tu ne sais pas ce qui te détermine. Donc tout le travail, c'est essayer de comprendre ce qui me détermine. C'est facile de comprendre ce qui peut me déterminer, si je vais acheter le dernier téléphone à la mode, etc. Qu'est-ce qui me détermine à parler comme ça, de façon compulsive? Donc là, il y a un travail à faire sur moi-même pour essayer de prendre du recul. Donc l'intelligence, chez Spinoza, produit elle-même une émotion. C'est-à-dire l'intelligence n'est pas coupée des émotions, l'intelligence produit des émotions. Quand vous avez une belle idée, Spinoza dit que ça produit une émotion. Alors une émotion subtile, une émotion raffinée, évidemment. Si vous êtes shooté à la tragédie, shooté au drame, shooté... et que Spinoza arrive et dit on va réfléchir sur le concept de vérité, vous aurez peut-être du mal à accéder à ça. Un petit peu comme quelqu'un qui a l'habitude de fumer, qui fume très régulièrement, et on va lui demander de sentir un parfum délicat. Il aura du mal.
parce que son odorat est abîmé. Mais là, pareil, pour accéder à ce plaisir du raisonnement, eh bien, il faut peut-être être dans un certain état d'esprit. C'est pas accessible comme ça, c'est pas facile. Hein. D'ailleurs, c'est le dernier mot de l'éthique. Tout ce qui est beau est difficile. Hein. Donc, si c'était facile, bah, il n'y aurait pas de problème, tout le monde le ferait. Hein. C'est difficile, c'est un effort exigeant. Donc, cet effort, on peut le travailler. Hein. C'est ce qu'on fait en pratique philo. On essaye de... Parfois, c'est laborieux. Hein. Vous allez voir ce week-end, ça va être pénible. Il y a des moments, on rame, on ne sait plus où on en est, on ne sait plus qui a dit quoi. Bon, voilà, c'est difficile, c'est pénible. Et peut-être, je l'espère, je mets la barre haute, nous atteindrons ce petit moment de grâce où on découvre le plaisir de la réflexion. Et donc maintenant, j'en viens à l'idée que la philosophie, ça n'est pas du développement personnel, hein, puisque le développement personnel, c'est uniquement centré sur soi. Hein. La philosophie, c'est pas centré sur soi. Nous sommes de petits êtres, certes, que nous cherchons à défendre pour survivre, pour nous adapter à notre milieu. Alors, on va défendre, on va montrer qu'on existe, on va défendre aussi notre image. Hein, ça prend beaucoup d'énergie à faire ça. Mais des petits êtres qui avons accès à l'infini, pour le meilleur et pour le pire. Hein, c'est-à-dire, pour le pire, ben, on se sent un peu minable face à l'idée de vérité, à l'idée d'infini. Pour le meilleur, parce que peut-être justement accéder à cette dimension-là, ça nous permet de prendre du recul avec le petit être que nous sommes, qui de toute façon va finir comme nous le savons tous. Hein, on a beau lutter, on est sûr d'être perdant. Bon, je vous apprends rien là. Et pourtant on lutte quand même comme des malades, hein, jusqu'au bout. Peut-être un moment où on peut arrêter de lutter et passer à ce que certains philosophes appelleraient plaisir de la vérité. Hein. Un concept philosophique important, c'est la vérité. Alors Spinoza, justement, dans l'éthique, toute la dernière partie de l'éthique, c'est accéder à cette vérité, accéder à un infini, accéder à une transcendance. Alors certains appelleront ça Dieu. Hein, on trouve ça chez certains mystiques. On accède à une vérité qui nous dépasse. On trouve ça chez des mystiques tout à fait passionnants, comme Maître Eckhart, par exemple, ou comme Étienne Soum, ceux qui connaissent. Tout à fait passionnant. Je crois qu'il y a des gens. Étienne Soum, c'est un truc très impressionnant. Alors, elle, c'est une mystique, Étienne Soum. Je ne sais pas qui c'est long à expliquer. Étienne Soum, elle est. Étienne Soum. Étienne Soum. E2T. Dans un camp de concentration. Oui. Donc il y a chez elle cet accès à la vérité qui passe, cet accès à la transcendance qui passe par l'amour. Elle a par ailleurs beaucoup écrit. Son journal est tout à fait passionnant. Étienne Soum. Et oui, voilà, ça passe par l'expérience de l'amour. Mais un amour qui n'est pas un amour destiné à une personne, qui est un amour justement qui est quelque chose de mystique. Alors certains philosophes, alors Étienne Soum, elle n'est pas vraiment philosophe, bien qu'elle ait une démarche intellectuelle. Quand on lit son journal, elle s'est beaucoup intéressée à la philosophie russe en particulier. Et donc c'est une intellectuelle aussi, hein, mais il y a ces deux dimensions chez elle. Mais on trouve un certain nombre de philosophes qui sont à la fois des logiciens et des mystiques. On peut penser à Pascal, grand mathématicien, et en même temps mystique. On peut penser plus récemment à Russell, un philosophe anglais, ou Wittgenstein. Hein, il y a à la fois cette capacité à atteindre la vérité. En fait, il y a deux chemins pour l'atteindre. Il y a le chemin logique, analytique, philosophique. On rentre dans le détail, dans la rigueur de la pensée. Et puis, il y a un chemin plus direct, mystique. Bon, nous, on n'est pas dans ce chemin-là. Hein, ce n'est pas un week-end mystique. Mais c'est bien un week-end philosophique, mais c'est pour dire que pour accéder à cette transcendance qui est des voies différentes. Alors nous, après cet élan mystique vers la vérité, là on va revenir sur Terre, et puis nous ce qu'on va développer, ce sont des compétences philosophiques. Alors ces compétences philosophiques,
on les développe un peu comme on peut faire de la gymnastique. On peut dire elles sont à peu près, il y en a 5 ou 6. Hein. Alors je vais vous en donner quelques-unes. La compétence analysée. En philosophie, on analyse justement, la philosophie analytique, on analyse, c'est-à-dire on va décortiquer le langage, parce que le langage, chaque mot est polysémique, et il faut savoir de quoi on parle. Hein. Donc on analyse non seulement ce qui est dit chez la personne, mais ce qu'elle montre aussi. Hein. Très attentive, l'analyse, elle va dans le détail. Alors, on verra comment on la met en œuvre, justement, cette compétence. Ensuite, à l'inverse, c'est une compétence inverse qui est la synthèse. Alors, plutôt que d'aller dans le détail, là, on va à l'essentiel. Capacité, de temps en temps, où est l'essentiel de ce qu'on dit, parce que parfois, ça part dans tous les sens, qui peut ramener à l'essentiel. Ensuite, on pourrait donner une autre compétence, la problématisation, le questionnement. On a une proposition, il faut être capable de voir que cette proposition est toujours questionnable. Par exemple, l'autre jour en classe, un élève qui dit quand est-ce qu'on a la vérité? Eh bien, on a la vérité, il répond quand on ne doute plus. Ça lui semble être une évidence. Mais justement, si on ne doute plus, est-ce qu'on a la vérité ou est-ce qu'on refuse de douter? Parce que c'est plutôt de l'ignorance. Hein. Donc essayez de voir dans tous les sens. À chaque fois qu'on a une affirmation, chacun de nous, on a tout un petit bagage de représentation et d'affirmation, de conviction. Mais toutes nos convictions, elles sont problématisables. Et donc là, ça demande une capacité d'esprit, prendre du recul avec ce qu'on pense, parce que ce qu'on pense, ça répond à un problème et on peut y répondre autrement. C'est une gymnastique et on va voir qu'elle est difficile, parce qu'en général, on est accroché à nos idées, elles font partie de nous-mêmes. Et on veut à tout prix les défendre, comme si c'était notre propriété. Et là, eh ben, nos idées, ce n'est pas notre propriété, justement, on va prendre des distances avec elles. Peut-être on va penser autrement, ben, je me souviens de Marie-Jo, c'était un atelier à Champagnole, hein. Son idée, c'était qu'un ami, ça doit nous écouter pour nous conseiller. Mais finalement, ça voulait dire chez Marie-Jo nous rassurer. Alors qu'un ami, c'est peut-être celui qui ne nous écoute pas. On a eu cette idée étrange. Un ami, c'est celui qui ne m'écoute pas. Et s'il ne m'écoute pas, alors il va peut-être pouvoir me conseiller. C'était surprenant. Hein. Alors, en tout cas, pour Marie-Jo, il fallait penser un petit peu différemment de ce qu'on pense habituellement. Donc cette capacité à problématiser, à se détacher de ses idées, on pourrait dire que cette capacité, c'est Montaigne qui la met en exergue quand il dit « Je m'avance vers celui qui me contredit, qui m'instruit. » Plutôt chercher à être contredit qu'à contredire, parce que c'est là justement qu'on avance. Ça c'est pour la problématisation. Ensuite, la capacité, dans les compétences philosophiques, capacité à donner des exemples, à illustrer son argument par un exemple, parce que parfois on raconte des trucs complètement creux, enfin, ça a l'air de théorie magnifique, hein. Puis tu aurais un exemple pour illustrer ton idée? Alors là, ça ne marche pas. Il faut pouvoir qu'elles prennent chair, qu'elles puissent être illustrées, ces idées. Ou à l'inverse, hein, donc, capacité... Bonsoir. Désolé, je suis un portable. Une petite introduction sur l'intelligence émotionnelle. Puis ensuite, on va démarrer les ateliers. Mais François n'en a jamais fait. Qui n'a jamais fait d'atelier là? Ni philo, ni atelier. D'atelier pratique philo. C'est pas difficile. Alors, mais du coup, j'explique un peu la philosophie de ces ateliers à partir du concept d'intelligence émotionnelle. Puis on est en train de dire que dans la pratique philo, on développe des compétences intellectuelles
Et on va voir tout à l'heure le rapport à nouveau avec les émotions dans la pratique philo, ces compétences intellectuelles, donc on a dit synthétiser, analyser, problématiser, donner des exemples. Et à l'inverse, quand on donne des exemples, parce qu'il y a des gens qui ne pensent que par exemple, il faut être capable aussi de généraliser, il faut pouvoir faire les deux mouvements. Hein, j'ai des grandes théories, il faut qu'elles s'incarner dans des exemples, mais je ne peux pas me contenter de donner une série d'exemples, il faut que je puisse les regrouper sous quelque chose de plus général. Il y a toute cette gymnastique, vous voyez, qui bande, c'est comme un peu l'assouplissement du cerveau. Hein. Dans les compétences, il y a bien sûr l'argumentation. Hein, l'argumentation, c'est argumenter, c'est pouvoir étayer une réponse par une justification rationnelle. Et ça, déjà, c'est très difficile. C'est-à-dire, souvent, on va argumenter, on va dire, moi, ça me plaît bien, cette idée-là. C'est pas un argument que ça me plaît bien. Il faut trouver un argument qui convienne à tous. Et là, c'est la raison. La raison, c'est ce qui me permet de sortir de ma subjectivité, donner un argument qui, en principe, j'estime qu'il devrait être acceptable par tous. Il est possible que je me plante complètement, parce que j'ai toujours trouvé un objecteur. Mais en principe, j'argumente, ça, mon idée, elle est justifiée, je la propose, et je pense que tout le monde peut la comprendre rationnellement. Donc, argumentation, on verra que dans l'argumentation, il y a la capacité à faire des objections. Et puis, il me semble que j'ai fait à peu près le tour des compétences qu'on met en œuvre. Mais ces compétences, ça, c'est interprétation, jugement. Alors, toutes ces compétences qu'on va mettre en œuvre, il y en a un certain nombre. Maintenant, c'est bien joli, mais pour les mettre en œuvre, et c'est là qu'on retourne aux émotions, il faut être capable d'être déjà à peu près au clair aussi avec soi-même. Par exemple, la capacité à argumenter dont je parlais à l'instant, elle est difficile à mettre en œuvre. Et elle est difficile d'autant qu'on est pris par des émotions, des tas d'obstacles personnels. C'est par exemple un obstacle très courant, c'est la confusion. On est très confus, donc ça va être difficile d'argumenter puisque personne ne comprend ce qu'on dit déjà. Voilà. Donc là, essayer de comprendre pourquoi on est confus et tout ce petit travail. Il y a des gens qui sont dans l'émotion. Je disais tout à l'heure, Montaigne, je m'avance vers celui qui me contredit, qui m'instruit. Je pense, d'après vos visages, quand j'ai dit cette phrase de Montaigne, des visages plutôt approbateurs. Ouais, c'est bien ça. Plutôt approbateur, c'est chouette de s'avancer. C'est joli en théorie, ça veut dire qu'on n'a pas de préjugés. Donc moi, je peux m'avancer vers celui qui le contredit, pas de problème. Bon, on verra qu'en pratique, waouh, c'est beaucoup plus difficile parce qu'on a tous l'idée que c'est les autres qui ont des préjugés, mais pas moi. Et on va voir que c'est pas exactement comme ça que ça fonctionne en vérité. Et donc, on est prisonnier d'un certain nombre d'idées qui vont déclencher des émotions. Alors, vous ne pouvez pas dire ça, il y a certains sujets qui ne sont pas... J'ai fait des cafés philo, je sais qu'il y a des sujets qui suscitent davantage d'émotions que d'autres. Les femmes et Dieu. Puis un jour, j'ai mélangé les deux, les femmes et j'ai fait les deux en même temps. Alors là, il y en a eu à Besançon où ça a chauffé. Je ne sais plus, c'était l'interprétation de la Bible. Je ne sais plus si elle était là, Lisa. Mais en tout cas, il y a un monsieur qui s'est fâché très fort. Ça n'allait... Parce que ce sont des thèmes, on peut pas, il y a certaines choses qu'on ne peut pas dire. Voilà. Pour certaines personnes. Ça peut être aussi l'écologie, les chasseurs. Il faut dire du mal des chasseurs, ou il faut dire du bien des chasseurs. Voilà. Tout de suite, c'est ouf, les pulsions et l'énervement qui arrive à tout ça. On essaie de l'examiner justement. Hein, donc le travail, les compétences philosophiques, elles sont liées aussi au travail sur soi, aux attitudes. Un peu comme si on demande à un sportif je sais pas, de courir 500 mètres avec des sauts d'obstacles. Il ne va pas pouvoir le faire tout de suite, il va déjà falloir qu'il entraîne son corps, qu'il s'assouplisse, qu'il fasse des exercices, et qu'il regarde les rigidités qu'il y a en lui. Hein. Le sportif, il faut qu'il soit capable de voir ses difficultés. Pour le corps, en général, ça ne pose pas trop de problèmes. Mais pour ce qui est des rigidités de notre esprit, alors là, c'est plus difficile. Donc voilà, j'en ai fini avec mon baratin. Ça fait combien de temps que je baratine là? Ça fait une demi-heure, c'est bon. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on passe à la pratique. Et puis, bien, je n'ai pas préparé mon atelier. Donc la pratique philo, c'est toujours se lancer dans l'inconnu. Et donc, c'est vous qui allez proposer
et qui allait proposer une question à partir de ce que je viens de dire, une question en rapport avec l'intelligence émotionnelle. Je demande à chacun de réfléchir à une question qui pourrait, l'idée c'est convenir au groupe. C'est pas seulement qu'elle vous plaît à vous, mais elle pourrait avoir du sens pour les autres peut-être. Ou alors elle vous plaît beaucoup à vous, mais vous êtes un bon recteur et vous allez prouver aux autres qu'elle a du sens pour eux. Alors, étape par étape, déjà, qui ne comprend pas ce qu'il faut faire? Levez la main. Oui. Alors, il y a une règle pour ceux qui n'ont jamais participé, il y a un truc, une règle qui paraît parfois un peu, scolaire. On n'est pas dans la parole compulsive, on ne parle pas quand on veut. Il s'agit d'écouter l'autre. Donc, il y a une règle, c'est lever la main. Alors, régulièrement, je vais demander de lever la main, etc. Quand vous avez quelque chose à dire. Donc, lever la main si une personne qui n'a pas compris ce qu'il faut faire. Alors, il y a deux possibilités. Lever la main ceux qui ont compris ce qu'il faut faire. D'accord. Ok. Parce que parfois, les gens ne lèvent pas la main, ils ne peuvent pas dire j'ai pas compris ce qu'il faut faire. Moi, je me lance alors sur une, parce que je suis le dernier arrivé, sur une question qui me tarabuse comme ça. Attends. Là, il y a tout un truc de François, tu vois, tu arrives en retard, alors là, tu vas faire le cobaye de service. C'est parce que tu vois, les personnes sont en train de chercher des questions. Est-ce que tu vois ce que tu manifestes quand tu fais ce que tu viens de faire? Ce que je manifeste? Oui, ce que tu manifestes. Qu'est-ce qu'on a pu... Alors, tout le travail, c'est de se voir du point de vue du groupe. Alors, qu'est-ce que le groupe a pu voir de François, qu'on connaît à peine, mais là, en quelques secondes, on voit quelque chose de François. C'est le groupe qui peut dire ça. Eh bien, justement, essaye de te mettre à la place du groupe. Est-ce que le groupe peut voir? Vous allez voir à la fin du week-end, c'est un truc bizarre, c'est qu'à chaque fois, on s'observe soi-même aussi du point de vue des autres. Ce qui est très difficile, évidemment. Petit exercice, mais qu'est-ce qu'ils ont pu voir de moi? Simplement pour être conscient, ensuite tu peux continuer, c'est pour être conscient de ce qu'on fait. Alors, attends, est-ce que tu aurais une hypothèse? Plusieurs. Si tu en as plusieurs, tu en as une au moins? Est-ce que tu en as une? Ça peut être... ouf, il y a quelqu'un qui parle en premier. Donc tu serais un sauveur. Si les autres te disent ouf. L'image, toi, les autres te voient comme un sauveur. C'est bon, je lui dis, il a découvert. Si les autres te disent ouf, se disent ouf, c'est qu'ils sont donc soulagés, et donc notre sauveur est arrivé. C'est pas? Est-ce qu'on t'a déjà dit que tu étais un sauveur? Non. Non, ça ne revient pas. Bon, je me suis déjà mis dans ce genre de position. Tu t'es déjà mis dans ce genre de position. Oui. Donc, tu vois, et là, pour expliquer un petit peu en même temps la démarche qui est un peu déroutante, parce que tu vois, là tout de suite, pour François, il est invité à s'observer lui-même. C'est l'idée de Sartre, c'est-à-dire tout ce qu'on est, on le trimballe tout le temps avec nous-mêmes. On a tous un certain projet d'existence, une certaine façon d'être, qui transparaît en quelques secondes. Et tout le monde le voit. Bon, ensuite, le tout c'est d'en être conscient. Plutôt, pourquoi pas être un sauveur? Il y a d'autres personnes qui ont eu cette idée avant François. Donc, avoir conscience du truc, du système de représentation. Alors, maintenant, toi, tu te vois plutôt comme un sauveur qui soulage le groupe. Est-ce que tu veux savoir ce que d'autres personnes ont pu voir de toi? Ou pas, comme tu veux, ce que tu veux savoir. Oui, bien sûr. Oui. C'est toujours intéressant. D'accord. Bon, alors, qui pourrait le dire? Parce qu'on a pu percevoir. Alors, évidemment, tout ça, c'est toujours très subjectif, parce que la personne qui parle, elle aussi est prise dans son truc. Mais qu'est-ce qu'on a pu voir? Alors, qui voudrait se prononcer, puisque François veut bien. Alors,
tu demandes, c'est l'occasion aussi de... ensuite, c'est vous qui allez donner la parole, et avec une règle, toujours donner la parole aux personnes qu'on a le moins entendues. Alors, pour l'instant, on n'a entendu personne. François, qui demandes-tu? Je ne sais pas votre Félix. Je me suis dit, tiens, François, c'est un bavard. Merci Félix. Qui a... Parce que Félix, il est connu, le club des bavards, il se projette chez toi. Qui a perçu ça également? Le BABA, ceux qui ont perçu... François, c'est un bavard, il ne peut pas se retenir de parler. Qui a perçu ça, le BABA? Ah, d'accord. Bon. Tu étais étonné. Ah oui, je suis étonné. D'accord. Bon. Alors, est-ce que tu veux aller un peu plus loin, travailler sur soi? On continue? Pour donner la parole à quelqu'un d'autre? Oui. Oui. S'il vous plaît. Moi j'ai pensé, ils se sentent coupables d'être arrivés en retard et il y a une question déjà qu'il a en tête avant de venir. Il se lance, voilà, en même temps dans le sauveur, puis en même temps parce qu'il a réellement une question qu'il occupe depuis un moment, je pense, avant de venir ici. Tu prends ça, François? Oui, Ouais. enfin, en tout cas sur la culpabilité. Ouais, Oui. la culpabilité, donc, coupable, sauveur, d'ailleurs, ça marche ensemble. Oui, voilà. Mais ça, tu le sais, tu le sais. Oui, donc, du coup, Oui, c'est voilà. pour ça que ça me parle. Voilà. Ça ne te surprend pas? Non. Voilà. Bon. Donc, bienvenue au club, là, chez François, sauveur et coupable. Alors ensuite, tu peux voir éventuellement le problème que ça pose. Parce que c'est une option dans l'existence, un sauveur coupable, c'est une option, il y en a plein d'autres, il y en a qui n'ont rien à faire d'être sauveur, mais il y en a pour lesquels c'est très important. Il y a peut-être parmi dans le groupe, d'ailleurs, un petit groupe de sauveurs coupables, avoir conscience des problèmes que ça pose. Alors du coup, vous voyez, la pratique philo, je vous préviens tout de suite, vous allez avoir l'impression qu'on parle dans tous les sens, mais on va essayer de construire malgré tout quelque chose. Et là, du coup, au lieu de répondre tout de suite, on n'est pas pressé de répondre tout de suite à la consigne, on essaie de comprendre qu'est-ce que ça peut poser comme problème, le schéma sauveur-coupable. Excusez, j'ai pas entendu. Qu'est-ce que ça peut poser comme problème? Est-ce que ça peut poser un problème, ce schéma sauveur-coupable? Ou bien il n'y a aucun problème là-dedans? Est-ce que quelqu'un voit un problème là-dedans? Alors, c'est toujours toi qui fait démarrer cette réflexion. C'est toi qui donne la parole, François. Sandrine, il n'est pas là pour sauver les autres, mais il est là pour sauver sa culpabilité. Pour se sauver lui-même. Alors, et puis maintenant, on examine donc tout le travail. On est à la fois chez François, il y a un cas particulier, puis en même temps un cas général. Hein. Donc, le sauveur, ton hypothèse, c'est qu'il cherche à se sauver de sa culpabilité, mais il ne cherche pas à sauver les autres. Ouais. Alors, maintenant, on va examiner cette idée qui est proposée, qui pense déjà que l'idée de Sandrine a du sens. Simplement, est-ce qu'elle a du sens? Cette idée a du sens. Alors, baissez la main. Donc là, on voit que c'est rigolo, hein, parce qu'il y a Béatrice qui fait un peu la moue, et puis François qui tarde à lever la main. T'es le dernier à avoir levé la main. T'as remarqué? Ouais. Bon, en même temps, on comprend pourquoi. Tu peux être le dernier à lever la main. Et là, il y a une distinction entre ce que dit Sandrine a du sens. Je ne suis pas d'accord. Tout le travail qu'on va essayer de faire. Ce que dit quelqu'un d'autre, c'est tout à fait sensé, mais en même temps, j'ai une objection. Parce que souvent, on mélange. Ce que tu dis, c'est n'importe quoi. Pourquoi? Parce que je ne suis pas d'accord. Déjà, faire la distinction. Visiblement, et qui pense que ce que dit Sandrine n'a aucun sens. Visiblement, ça a du sens. Et maintenant, on peut examiner qui a une objection à ce qu'a dit Sandrine. D'abord, qui ne se souvient pas de ce qu'a dit Sandrine? Levez la main, c'est très clair. Alors justement, on travaille la mémoire, qui pourrait, puisque Nicole se manifeste, c'est plus clair, les autres se manifestent, c'est pas, c'est donc clair pour les autres. Alors là, il faut vite se positionner, et Nicole, tu peux demander à priorité à quelqu'un qu'on a peu entendu, mais qu'a dit Sandrine? Tu nous fais Donc Sandrine a dit. Ouais, mais... non, si tu veux, je regarde. C'est déjà sur Wikipédia.
Sandrine a dit que François, c'est François, François, ouais. que François n'est pas là pour sauver les autres, mais il est là pour sauver sa culpabilité. Alors, te précipite pas, tu vois, la culpabilité, elle fait manifester très vite quelque chose. Je lève la main. Mais tu vois, tout de suite, pour l'instant déjà on écoute la recommandation de Fatima, puis on va voir si on est d'accord ou pas. Mais tu vois qu'il y a une certaine précipitation chez toi, François. Ça peut marcher ensemble d'ailleurs, tu es pressé de sauver l'humanité. Alors, on va reprendre donc l'idée reformulée par Fatima qui n'est pas d'accord avec cette reformulation. Parce que parfois on pense avoir écouté l'autre, mais on ne l'a pas écouté. Qui n'est pas d'accord avec la reformulation de Fatima? Alors Fatima, tu vois, il y a 3 personnes qui ne sont pas d'accord. Demande à l'une d'elles pourquoi il n'est pas d'accord avec ta reformulation. Votre prénom? Pierre. Pierre. Je ne suis pas d'accord parce qu'il me semble que c'était plus général l'idée de Sandrine que visée sur François, le sauveur par rapport à sa culpabilité et celle des autres. Sandrine a émis, à mon sens, une idée générale plus que le cas particulier. Okay. Qui n'a pas compris Pierre? Qui est d'accord avec Pierre? Oui, je crois. Qui n'est pas d'accord avec Pierre? Alors, donc c'était, c'est comme toi, c'est Sandrine, tu étais l'auteur, jusqu'à reformuler. Donc c'était, alors est-ce que c'était général ou est-ce que c'était particulier lié à la personnalité de François? Ben, je l'ai généralisé. Tu l'as généralisé. Mais c'est aussi une idée qui peut être particulière à. Pour moi, c'est pas essentiel ce qu'elle dit. C'est pas essentiel. Voilà. D'accord. Mais on peut s'accorder sur ton idée générale. Le sauveur, c'est celui qui cherche à sauver sa culpabilité, à se sauver de sa culpabilité. Bon, ensuite, peut-être ça s'applique à François. Alors, on va reprendre la généralité, puis François, il va se demander, tiens, est-ce que c'est mon cas ou pas? On va essayer de réfléchir sur cette idée. Le sauveur, c'est celui donc qui cherche à sauver sa culpabilité. On peut argumenter un peu là-dessus, mais on prend l'idée générale pour voir est-ce que quelqu'un a une objection à cette idée. Moi j'ai un problème. Vas-y. J'ai l'impression que moi je suis confus entre est-ce que c'est sauver sa culpabilité ou se sauver de sa culpabilité. Dans un cas, tu veux conforter ta culpabilité, tu veux la récupérer, dans l'autre cas, tu veux t'en extraire. Pas la même chose. Et moi j'ai l'impression qu'il y a eu les deux choses qui ont été dites. Alors, est-ce que vous comprenez la distinction de... Qui ne comprend pas la distinction alors, qui pourrait répéter, donc il y aurait une différence entre se sauver et sauver d'eux, qui pourrait réexpliquer ce que vient de proposer Jérôme. Alors, Jérôme, tu demandes à un reformulateur. Oui. Madame. Il y a une différence, c'est presque le contraire qui s'exprime. Quand on dit sauver sa culpabilité, c'est la conserver, la garder. Et se sauver de sa culpabilité, c'est essayer de s'en dégager. Ouais, C'est ça, d'accord? Alors Sandrine, c'était plutôt De s'en dégager. de s'en dégager, d'accord. Pas se sauver et rester coupable, c'est plutôt s'en dégager. Alors on va reprendre sur cette proposition. Qui n'avait pas compris comme ça, alors, qui avait compris que c'était plutôt sauver sa culpabilité. D'accord. Jérôme, tu vois, il y a une personne qui avait fait la confusion. Donc, se sauver de sa culpabilité, c'est-à-dire s'en soulager finalement. Ça. Alors, est-ce qu'on peut objecter à cette proposition? Est-ce que quelqu'un verrait une objection? Alors, donc, je ne sais plus à qui donner la parole. À toi, Sandrine, tu demandes. Félix? Je pense que justement le sauveur coupable, il a besoin de conserver sa culpabilité parce que sinon il ne va pas pouvoir sauver le monde. Et donc il ne veut pas s'en extraire. Donc j'objecte à Sandrine que c'est l'inverse. Il a besoin de rester coupable parce qu'il est coupable par rapport aux autres, donc il va pouvoir les sauver.
D'accord. Alors, nous avons une objection. Hein. D'un côté, vous voyez, le sauveur coupable qui chercherait à se soulager de sa culpabilité, mais de l'autre, Félix qui nous dit, mais justement, s'il s'en soulage, alors il ne peut plus être sauveur. C'est ça. Donc le sauveur a besoin de sa culpabilité. Sinon, il n'est plus sauveur. Ouais. Alors, on en est là. Et puis, il y a tous ceux qui sont dans ce schéma peuvent s'interroger sur le système. Alors, qui est d'accord avec l'objection de Félix? Alors, qui n'est pas d'accord avec l'objection de Félix? Et qui n'en sait rien? Bon, alors, on va voir. Ceux qui n'en savent rien, pour quelle raison? Il y a 3 personnes qui ont levé la main. Pierre, pour quelle raison tu n'en sais rien? J'ai besoin de plus de réflexion que ça, juste d'opposer sauver sa culpabilité pour garder son état de sauveur ou se sauver. Pour rester dans son état de sauveur ou au contraire pour s'en sortir. En 2 minutes, j'arrive pas à me positionner. En 2 minutes, tu n'arrives pas à te positionner. Bon, je n'ai pas d'exemple où je ne trouve pas. Oui, alors, c'est Pierre qui se demandait comment ça se fait que je n'arrive pas à me positionner. Eh bien, essaye de te positionner, vas-y, choisis une idée. Positionne-toi, vas-y. Plutôt de Allez, voilà. Félix. Voilà, ça y est, t'es positionné. Hein. Garder son état de sauveur. Tu vois, t'es positionné du côté de Félix. Et l'idée aussi, c'est qu'on essaye des idées, on se positionne. Bon, ensuite, on n'est peut-être pas sûr. Hein. Est-ce que c'est ton cas, Pierre? Tu attends d'être sûr de quelque chose pour te positionner? Pour être sûr, il faudra que je l'argumente. Et là, à l'instant, je n'ai pas d'argument qui va dans ce sens-là. Oui, mais tu penses plutôt, d'accord, comme Félix. Hein, tout le truc aussi, c'est de se demander. Parfois, on a des difficultés à se positionner parce qu'on veut être sûr, mais on n'est jamais tout à fait sûr. C'est justement là, si on revient aux émotions, qu'est-ce qui fait que parfois on a du mal à se positionner? C'est que peut-être l'intellect il fonctionne. On veut être rassuré. Bon, c'est l'hypothèse. Alors, en tout cas, donc tu penserais plutôt comme Félix que le sauveur ne cherche pas à sauver sa culpabilité, sinon il est plus sauveur. Alors, à se sauver de sa culpabilité, sinon il est plus sauveur. Alors, du coup, on a 2 idées fortes, hein, celle de Sandrine et celle de Félix. Et puis il y a des gens qui se sont positionnés. Est-ce que quelqu'un voudrait argumenter pour appuyer l'une ou l'autre de ces idées? Alors, puisque c'est Pierre le dernier à parler, qui donne la parole. Allez, moi, ça serait plutôt pour appuyer l'argument de Félix. Parce que je me dis de sauver le monde, c'est quand même une grande chose. Donc, je ne pense pas que juste pour une petite culpabilité, on peut vouloir sauver le monde. Je pense que c'est un tempérament d'une personnalité. Et pour avoir un tempérament de vouloir sauver le monde, comme projet de vie, il faut avoir une raison et ça pourrait être la culpabilité. Donc il faut se garder coupable pour réaliser notre projet de vie qui serait de sauver le monde. Bon, ben, allez-y. Alors, Eva, de comprendre, on est chez Eva. Tout le travail, si vous comprenez ce qu'on fait, c'est de se projeter, s'oublier soi, se projeter chez l'autre. Et cette fameuse formule de Montaigne encore qui dit qu'on partage tous l'humaine condition.